Patrick. Je suis arrivé à la maison vers 18h mercredi, les muscles endoloris par l'heure et demie supplémentaire que j'avais passé au travail pour terminer le travail de câblage que mon superviseur Wayne m'avait assigné ce matin-là. C'était un travail difficile, mais j'étais fier de l'avoir terminé avec près d'une demi-journée d'avance, malgré le travail acharné que j'ai dû faire toute la journée. Glenda étant partie en séminaire de 3 jours à Columbus, j'avais pu me concentrer et me motiver. En entrant dans la maison silencieuse, j'ai jeté mes clés sur le comptoir de la cuisine et me suis dirigé vers le réfrigérateur, impatiente de boire une bière glacée pour apaiser ma gorge sèche. Alors que je décapsulais le bouchon et prenais cette première gorgée rafraîchissante, mes yeux se sont posés sur les billets pour notre croisière de printemps, exposés bien en évidence dans le vaisselier. Un sourire se dessina sur mes lèvres tandis que j'imaginais me prélasser sur le pont du Lido avec Glenda, libéré du travail et des responsabilités pour une semaine de bonheur. J'attendais ce voyage avec impatience depuis des mois. En regardant l'horloge, je me rendis compte que je n'avais pas eu de nouvelles de Glenda depuis son départ ce matin-là. En général, elle m'appelait ou m'envoyait un message pour me prévenir qu'elle était arrivée en toute sécurité. Pensant que je devais vérifier, j'ai attrapé le téléphone sans fil et composé son numéro de portable, m'asseyant à la table de la cuisine pendant que la sonnerie sonnait. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Patrick, j'allais justement t'appeler. » Sa voix était enjouée, mais j'ai décelé un soupçon d'autre chose. Du soulagement? De la nervosité? Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Tu sais que j'ai toujours été capable de lire dans tes pensées, chérie, ai-je ri. J'imagine que tu es arrivé là-bas en un seul morceau? Comment était la circulation? S'il te plaît, dis-moi que ta voiture n'est pas tombée en panne sur l'autoroute. Je l'imaginais lever les yeux au ciel en entendant mes taquineries sur ses talents de conductrice. Si j'étais là en personne, elle me tirerait probablement la langue comme une enfant capricieuse. Cette image mentale me fit sourire. La circulation était bonne, je vous le dis, répondit-elle d'un ton faussement indigné. Grâce à la carte que tu m'as imprimée, j'ai trouvé le Sheraton sans me tromper une seule fois. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi, chérie. Rien n'est trop beau pour ma Glenda. Je pensais vraiment chaque mot que je disais. Cette femme était mon monde. Il y eut un léger silence à l'autre bout du fil. En fait, je suis plutôt contente que tu sois restée à la maison au lieu de venir avec moi comme nous en avions parlé, dit lentement Glenda. Je pense que ce sera bien pour moi de me concentrer pleinement sur le contenu du séminaire. Tu sais, nous passerons beaucoup de temps de qualité ensemble pendant la croisière. Ces mots m'ont fait mal plus que je ne voulais l'admettre. Je lui avais proposé de prendre congé du travail pour l'accompagner, mais elle avait catégoriquement rejeté cette idée, insistant pour que je reste à la maison. À l'époque, je n'y avais pas vraiment pensé. Mais à présent, un sentiment de malaise s'est emparé de moi. Il y avait quelque chose qui clochait chez Glenda ces derniers temps, même si je n'arrivais pas à exprimer clairement ce que c'était. Mettant mes doutes de côté, je me suis forcé à rire. Je vous entends. Ne t'inquiète pas. Je serai un bon garçon et je tiendrai le fort ici. Mais tu peux être sûr que je vais te chouchouter comme un dingue pendant cette croisière. J'espère que tu es prête à être pourri gâtée. Glenda rit, se sont calmant un peu mes inquiétudes. Nous avons discuté encore quelques minutes de nos journées avant qu'un bip sonore n'interrompe notre appel, sa deuxième ligne. C'est probablement la réception, soupira-t-elle. Je dois descendre dans le hall pour finir de m'enregistrer. Je t'appelle demain? Ça a l'air bien. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Au revoir. En raccrochant le téléphone, j'ai essayé d'ignorer le sentiment de malaise qui m'avait envahi pendant notre conversation. Glenda se comportait bizarrement depuis un moment, travaillait plus souvent tard, était évasive sur la façon dont elle passait son temps, s'éloignait de moi émotionnellement et physiquement. J'avais mis ça sur le compte du stress au travail, mais maintenant je n'en étais plus si sûr. Secouant la tête, j'ai pris une autre bière dans le réfrigérateur et je me suis installé devant la télé, espérant calmer mes pensées en courant avec un divertissement insensé. Mais en zappant sur les chaînes, mon esprit revenait sans cesse à Glenda et à la distance que je sentais grandir entre nous. Au moment où je me suis enfin mis au lit, des heures plus tard, je n'étais pas plus près de déchiffrer ce que tout cela signifiait. En montant les escaliers menant à notre chambre, les yeux lourds de fatigue, j'ai aperçu le sac de voyage de Glenda posé sur la commode. Elle a dû oublier de le mettre dans sa valise dans sa hâte de partir ce matin. Je me suis approché et je l'ai ramassé, avec l'intention de le déplacer dans le placard où il devait être, quand quelque chose d'autre a attiré mon attention,
le journal de Glanda, qui dépassait dessous le sac. Je me suis arrêté, ma main planant au-dessus du petit livre relié en cuir rouge. Au cours de nos 8 années de mariage, je n'avais jeté un œil au journal de Glanda qu'à quelques reprises. Elle le protégeait farouchement, le gardait toujours caché et me faisait comprendre que son contenu m'était strictement interdit. Au début de notre relation, j'avais une fois demandé en plaisantant à le lire, mais le regard qu'elle m'avait lancé en réponse avait rapidement mis fin à toute tentative ultérieure. Depuis lors, j'avais respecté sa vie privée et je n'en avais plus jamais parlé. Mais maintenant, en la voyant là, devant moi, j'éprouvais un puissant besoin de l'ouvrir et de voir quel secret elle contenait. Je savais que c'était mal, une violation de la confiance de Glanda. Mais le sentiment persistant que quelque chose clochait dans notre mariage, combiné à l'étrange coup de téléphone de tout à l'heure, rendit la tentation difficile à résister. Avant de pouvoir me convaincre, j'ai pris le journal et je suis redescendu dans la cuisine brillamment éclairée. M'installant sur une chaise à la table, j'ai examiné le livre de plus près. La couverture était souple et usée, les pages légèrement jaunies par le temps. Un petit cadenas en laiton la maintenait fermée, mais je pouvais voir que seulement un tiers des pages présentaient des signes d'usure. Il était impossible que ce seul volume puisse contenir 8 années d'entrée. La curiosité prenant le dessus, j'ai décidé de voir si je pouvais trouver la clé. Je doutais que Glanda la garde au même endroit que le journal lui-même, mais je me suis dit que notre chambre était un endroit aussi bien qu'un autre pour commencer à chercher. En remontant à l'étage, j'ai fouillé dans les tiroirs de sa table de nuit et de sa commode, me sentant de plus en plus coupable à chaque seconde qui passait. J'étais sur le point d'abandonner quand une petite boîte non marquée sur l'étagère supérieure de son placard a attiré mon attention. Je l'ai tirée vers le bas, je l'ai ouverte et j'ai trouvé une pile de journaux en cuir rouge identiques, chacun portant un autocollant numéroté sur la tranche. Celui que je tenais dans ma main n'était pas étiqueté, mais les autres étaient marqués de 1 à 6. Mon cœur battait fort tandis que je descendais la boîte et la déposais sur la table de la cuisine à côté du volume actuel. Un examen rapide des journaux révéla qu'ils étaient tous fermés par le même type de serrure, et un coup d'œil au dos de la couverture indiquait qu'ils avaient été achetés chez Koum, un magasin spécialisé du centre-ville. Une idée me vint alors à l'esprit, je saisis l'annuaire téléphonique et localisai rapidement le numéro du magasin. Il était presque 20h35, mais je savais que de nombreux magasins du centre-ville restaient ouverts tard le mercredi soir. J'ai composé le numéro et j'ai attendu que la sonnerie retentisse une fois, puis 2 fois. À la 3e sonnerie, une voix féminine agréable a répondu. « Bonsoir, Koum Specialty Store. Comment puis-je vous aider ce soir ?»« Bonjour, j'espérais que vous pourriez m'aider avec quelque chose, » dis-je en essayant de garder un ton décontracté. Je suis intéressé par l'achat d'un journal comme cadeau pour ma femme. C'est un modèle en cuir rouge, d'environ 15 x 20 cm. Je pense qu'elle a peut-être acheté le sien dans votre magasin. Laissez-moi vérifier notre liste d'inventaire, répondit la femme. J'entendais le léger claquement des touches de l'ordinateur en arrière-plan. Oui, il semblerait que nous en ayons 2 en stock pour le moment. Veux-tu que j'en mette un de côté pour toi? J'ai hésité en regardant la pile de journaux sur la table. En fait, je me demandais si tu vendais les serrures et les clés séparément. Je veux m'assurer d'en avoir une qui corresponde à la sienne. En fait, nous vendons les serrures et les clés individuellement, a-t-elle confirmé. Il s'agit d'un modèle standard, donc n'importe laquelle de nos clés devrait fonctionner avec les journaux. Bingo! C'est génial, ai-je dit, ressentant un frisson d'excitation mêlé d'appréhension. Je peux être là dans environ 25 minutes. Serez-vous toujours ouvert? Nos portes sont ouvertes jusqu'à 21h ce soir, m'a-t-elle assuré. Parfait. Je suis en route. Merci beaucoup pour votre aide. En raccrochant le téléphone, je savais que je dépassais les bornes. Ce que j'allais faire allait à l'encontre de tout sans quoi je croyais en matière d'honnêteté et de confiance dans un mariage. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que Glanda me cachait quelque chose d'important. Et si son journal contenait les réponses, je devais savoir lesquelles. J'ai pris mes clés et mon portefeuille, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la boîte de journaux qui attendait sur la table de la cuisine et je suis sorti dans la nuit. Je ne savais pas que les secrets que j'étais sur le point de découvrir bouleverseraient mon monde et me mettraient sur un chemin sans retour. Mon esprit s'emballait tandis que je parcourais les rues familières du centre-ville, mes jointures blanches alors que je serrais le volant. Que faisais-je? Étais-je vraiment prêt à violer la vie privée de ma femme, à trahir sa confiance, au cas où son journal contiendrait des indices sur son comportement récent?
Mais même si le doute s'installait, je ne pouvais pas effacer le souvenir de cet étrange appel téléphonique, la distance que je sentais grandir entre nous. Quelque chose n'allait pas, et si Glenda ne voulait pas m'en parler directement, c'était mon seul moyen d'obtenir des réponses. Je me suis garé sur une place de parking devant Koum juste au moment où l'horloge du tableau de bord indiquait 20h57. Le magasin était silencieux lorsque j'y suis entré. Le seul bruit que j'entendais était le léger tintement de la sonnette au-dessus de la porte. La même femme à la voix agréable avec laquelle j'avais parlé au téléphone m'a accueilli derrière le comptoir. « Bienvenue chez Koum. Comment puis-je vous aider ce soir ?» Son sourire était chaleureux et sincère, et pendant un moment, j'ai ressenti un pincement de honte pour ce que j'étais sur le point de faire. « Bonjour. J'ai appelé il y a quelque temps pour acheter un journal et un cadenas, ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. Je crois que vous avez dit que vous en aviez quelques-uns en stock? Ah oui, bien sûr. Par ici. Elle m'a conduit vers un présentoir à l'arrière du magasin, où un assortiment de livres reliés en cuir de différentes couleurs et tailles était disposé sur une étagère. Elle en a pris un rouge dans la pile et me l'a tendu. Est-ce le style que tu recherchais? J'ai hoché la tête en lui prenant le journal. Il était identique à ceux qui m'attendaient sur la table de ma cuisine. Oui, c'est parfait. Et tu as dit que tu vendais les serrures et les clés séparément? C'est exact. Laisse-moi t'en prendre une. Elle disparut dans une arrière-salle, réapparut un instant plus tard avec un petit cadenas en laiton et une clé. Voilà. Les serrures sont toutes standards, donc cette clé devrait fonctionner avec n'importe lequel des journaux de ce style. J'ai retourné la clé dans ma main, surpris de voir à quel point elle était petite et délicate. Cela ne me semblait pas suffisant pour protéger les pensées et les sentiments les plus intimes d'une personne. Je me suis demandé si Glenda avait une clé similaire cachée quelque part, ou si elle la gardait toujours sur elle. La vendeuse a enregistré mon achat et j'ai tendu ma carte de crédit, grimaçant légèrement en voyant le total de $60. C'est un petit prix à payer pour la vérité, me dis-je en apposant ma signature sur le reçu. En retournant à ma voiture, le journal et la clé bien rangés dans un sac à mes côtés, j'essayais d'imaginer la réaction de Glenda si elle savait ce que je faisais. Serait-elle en colère? Blessée? Comprendrait-elle que j'essayais seulement de l'aider, de sauver notre mariage de ce qui s'était passé entre nous? Je repensais au jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, au lycée. J'étais un étudiant de deuxième année maigre, tout en membre dégingandé et en angle bizarre. Elle était une étudiante de dernière année confiante, belle et brillante, bien au-dessus de mes moyens. Mais d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, elle avait vu quelque chose en moi, et nous avions commencé une amitié hésitante qui s'était transformée en quelque chose de plus. Nous sommes sortis ensemble pendant un court moment, mais après avoir obtenu notre diplôme, nos chemins ont divergé. Je me suis inscrit à un programme d'apprentissage pour devenir électricien, tandis qu'elle partait à l'université avec une bourse d'études complète. Je pensais que c'était la fin, que je ne la reverrais plus jamais. Mais le destin en avait décidé autrement. 4 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés au mariage d'un ami commun. L'étincelle entre nous a été immédiate et indéniable. Nous avons recommencé à sortir ensemble et, 1 an plus tard, nous étions fiancés. Je n'arrivais toujours pas à croire que cette femme incroyable m'avait choisi, mais je savais que je passerais le reste de ma vie à essayer d'être digne de son amour. Et j'avais essayé, Dieu sait que j'avais essayé. J'ai travaillé dur pour subvenir à nos besoins, pour construire une vie stable et confortable ensemble. Lorsque Glenda a décroché l'emploi de ses rêves en tant que professeur de sociologie, j'étais ravi pour elle, même si cela signifiait de longues heures et des nuits fréquentes au bureau. J'ai compris qu'elle était passionnée par son travail, qu'il l'épanouissait d'une manière que le fait d'être femme au foyer n'aurait jamais pu lui apporter. Je l'ai soutenue, encouragée, fait tout ce que j'ai pu pour lui montrer que j'étais fier d'être son mari. Mais quelque part en cours de route, quelque chose a changé. Les longues heures de travail se sont transformées en voyages de nuit pour assister à des conférences et des séminaires. L'étincelle dans ses yeux quand elle parlait de son travail s'est estompée lorsque notre conversation a tourné autour de notre mariage, de notre avenir. Elle a commencé à s'éloigner de moi, à trouver des excuses pour éviter toute intimité physique, pour passer du temps seul. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress, des exigences de son nouveau rôle de jeune professeur. Mais au fil des semaines et des mois, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il se passait quelque chose de plus grave. Et maintenant, avec la découverte de ces journaux, j'avais enfin l'occasion de découvrir de quoi il s'agissait. En arrivant dans l'allée de notre modeste maison à 2 étages, j'ai pris une profonde inspiration,
me laissant aller à ce qui m'attendait. Je savais qu'une fois ce premier journal ouvert, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Quels que soient les secrets que Glenda m'avait cachés, j'étais sur le point de les découvrir. De retour à la maison, je me suis assise à la table de la cuisine, entourée des chroniques de notre vie, et j'ai réfléchi à l'abus de confiance que j'allais commettre en fouillant dans ses pensées les plus intimes. J'ai pris son dernier journal et j'ai joué avec la clé mal ajustée. À ma grande surprise, il a glissé sans problème dans la serrure, les pages s'ouvrant devant moi. J'ai rapidement parcouru les entrées les plus récentes de la veille. L'écriture habituellement impeccable de Glenda semblait légèrement tremblante sur la page. En me dirigeant vers l'évier de la cuisine, j'ai pressé ma canette de soda par inadvertance, la faisant déborder sur moi. Finalement, remarquant le désordre, je me suis nettoyé et me suis dirigé vers le salon, posant les journaux sur la table d'appoint. J'ai allumé la lampe et me suis installé dans mon fauteuil avec le 7e journal, impatient de découvrir la vérité derrière ma perception brisée de ma femme et de notre vie commune. Au lieu de lire à l'envers, j'ai opté pour l'ordre chronologique, espérant obtenir des réponses. Tenté de la confronter à l'hôtel, j'ai écarté l'idée, craignant une bataille perdue ou une dépression émotionnelle. La première page, datée de début juin, a marqué le début de ma recherche d'indices dans le journal de Glenda. Bien qu'elle ait trouvé satisfaction dans sa vie, sa carrière et son mariage, aucune des entrées de l'été n'a apporté d'éclaircissement sur la révélation choquante de la dernière page. Début septembre, cependant, j'ai trouvé une entrée cruciale qui laissait entrevoir les réponses que je cherchais, ce qui m'a incité à la lire 2 fois. Le 8 septembre, Glenda a écrit à propos de sa rencontre avec son nouvel assistant d'enseignement, Anthony Romano, le décrivant comme étant légèrement plus grand avec des cheveux noirs, des yeux sombres et une barbe courte. Elle a souligné ses qualifications impressionnantes. J'ai cherché dans le journal d'autres mentions d'Anthony, mais je n'ai rien trouvé dans les entrées suivantes. Glenda semblait satisfaite, mais légèrement inquiète à l'idée de gérer une classe nombreuse avec plus de 100 élèves. Le 15 septembre, Glenda a écrit qu'Anthony l'aidait dans sa classe nombreuse, répondant aux questions des élèves pendant qu'elle préparait les supports de cours. Elle a observé que ses étudiantes semblaient l'apprécier, le comparant à Leonardo DiCaprio. Au fur et à mesure de ma lecture, les mentions d'Anthony Romano se sont multipliées, ce qui m'a incité à examiner les passages de plus près. Le 20 septembre, Glenda a remarqué que les cours se déroulaient comme d'habitude, avec quelques étudiants abandonnant en raison de difficultés. Elle a observé Anthony qui l'observait pendant les cours depuis le premier rang et a prévu de lui donner plus de travail. Le 24 septembre, Glenda a mentionné qu'elle travaillait sur un devoir de lecture lorsqu'Anthony est venu à son bureau, l'aidant efficacement dans cette tâche. Elle a également exprimé son intention de discuter de projets futurs concernant Children with Me, marquant la première mention de ce sujet. Le 30 septembre, Glenda a remarqué l'attention persistante d'Anthony pendant les cours malgré son regard désapprobateur. Les étudiantes se sont approchées de lui pour lui poser des questions, montrant plus d'intérêt pour lui que pour elle. Malgré cela, Glenda était satisfaite des progrès de ses élèves et de la pression qu'elle ressentait en tant que professeur titulaire. Bien que les entrées suivantes aient omis de mentionner Anthony, Glenda est restée optimiste quant à ses cours et a exprimé son désir de discuter de ses projets familiaux avec moi après sa première année en tant que professeur titulaire, prévoyant de commencer à essayer de concevoir à la fin de l'année scolaire. Le 8 octobre, Glenda a partagé avec enthousiasme avec Anthony sa décision de fonder une famille avec moi après le semestre de printemps. Sa réaction de soutien a conduit à un câlin inattendu dans son bureau, bien qu'elle lui ait gentiment rappelé leur environnement. Le 10 octobre, Glenda s'est sentie mal à l'aise lorsqu'Anthony a verrouillé la porte de son bureau lors d'une visite, mais il a obtempéré lorsqu'elle lui a demandé de la déverrouiller. Son bref séjour la laissa perplexe quant à ses intentions. Le 11 octobre, Anthony revint aider Glenda, exprimant sa préférence pour les femmes mûres et s'excusant d'avoir verrouillé la porte la veille. Le 13 octobre, Glenda attendait avec impatience la visite d'Anthony à son bureau, mais fut déçue lorsqu'il ne se présenta pas. Elle voulait discuter davantage de son intérêt pour les femmes mûres. Le 15 octobre, bien qu'elle espérait qu'Anthony reste après que les étudiants aient quitté son bureau, il est parti avant qu'elle puisse engager une conversation plus approfondie. Le 16 octobre, Glenda a finalement parlé à Anthony, qui a exprimé une préférence pour les femmes mûres en raison de ses expériences passées. Elle n'a pas réussi à affirmer ses limites et regrette de ne pas avoir condamné son comportement. Elle est maintenant hantée par cette rencontre. J'ai trouvé cette entrée troublante, réalisant que Glenda n'avait pas réagi comme je l'espérais. J'ai laissé le journal ouvert et j'ai pris une nouvelle canette de soda avant de revenir lire davantage sur la situation avec Anthony.
Le 20 octobre, juste avant de quitter le travail, Anthony est entré de manière inattendue dans le bureau de Glenda, sans tenir compte de sa demande de laisser la porte ouverte. Il a avoué qu'il pensait constamment à elle et a demandé un baiser plus long, affirmant que c'était pour son anniversaire. Glenda se sentit mal à l'aise mais accepta de se débarrasser de lui. Plus tard, elle réalisa que son anniversaire était en juillet, se sentant trompée mais en riant. Elle s'inquiéta de ses intentions et décida d'être prudente avec lui. Dans les entrées suivantes, Anthony est absent tandis que Glenda se concentre sur la correction des tests et des dissertations. Je trouve étrange qu'Anthony n'ait pas participé, mais le journal ne propose aucune explication. Le 30 octobre, Glenda a écrit que quelque chose de difficile s'était produit ce jour-là et qu'elle avait du mal à le mettre en mots. Anthony entra dans son bureau, verrouilla la porte derrière lui et l'attira vers lui sans lui laisser le temps de protester. Elle se sentit honteuse de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Lorsqu'elle le repoussa finalement, il insista pour dire qu'elle avait apprécié. Elle lui a demandé de partir, mais il s'est contenté de sourire et a dit qu'il la verrait demain. Elle a du mal à gérer la situation avec Anthony. Elle se sent piégée et ne sait pas si elle doit se confier à moi. Pire encore, elle ne peut s'empêcher de penser à Anthony. En relisant l'article à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que j'étais envahi d'une colère que je ne savais pas avoir. Le 2 novembre, Glenda m'a écrit qu'elle avait finalement arrêté de s'inquiéter du fait que je remarque quelque chose d'inhabituel. La première nuit fut difficile, mais apparemment je ne me doutais de rien malgré son anxiété. Elle se rendit compte à quel point il était facile de me cacher des choses. Le 6 novembre, cela faisait plusieurs jours que Glenda n'était plus seule avec Anthony. Même quand il est en classe, il la fixe toujours du regard, ce qui la met mal à l'aise. Elle se demande comment elle réagira s'il revient dans son bureau. Le 8 novembre, Anthony est venu au bureau de Glenda, mais d'autres personnes étaient présentes. Il l'a embrassée rapidement avant de partir, ce qui l'a mise mal à l'aise. Malgré cela, elle envisage d'assister à un séminaire à Columbus après le Nouvel An. Le 9 novembre, Glenda a écrit que la journée précédente avait été une autre journée difficile à raconter. Le comportement d'Anthony continue de la troubler et elle commence à s'inquiéter de la tournure que cela prendra si elle ne s'en occupe pas rapidement. Malgré ses efforts pour se concentrer sur son travail, Anthony a réussi à entrer dans son bureau sans se faire remarquer. Lorsqu'il a tenté de l'embrasser, elle a hésité avant de céder momentanément. Reprenant le contrôle, elle le repoussa et se retira dans la salle de bain, accablée de culpabilité et de peur de ma réaction si jamais je la prenais. Anthony, sans s'excuser, partit après avoir exprimé le désir de recommencer. Bien que bouleversée, elle réussit à se ressaisir avant mon arrivée à la maison, masquant sa détresse pendant que nous discutions tout au long de la soirée. Bouillant de colère, j'ai revu à plusieurs reprises l'entrée de la journée en me concentrant sur l'incident d'Anthony. Malgré cela, j'ai constaté une absence notable de mentions concernant Anthony ou leur relation dans le journal de Glenda pour la semaine suivante, ce qui m'a quelque peu soulagé. Le 17 novembre, Glenda a écrit qu'elle était aux prises avec une situation confuse. L'influence d'Anthony sur elle est plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Elle ne peut pas déterminer si c'est son comportement ou sa propre vulnérabilité, mais elle se sent impuissante en sa présence. Cet après-midi-là, elle l'a confronté à propos de leur précédente rencontre, soulignant le caractère inapproprié de leur relation compte tenu de son statut marital à mon égard et de sa position professionnelle. Malgré son assurance, il a fait preuve d'un comportement dérangeant, suggérant qu'il ferme la porte du bureau et l'invitant à le rejoindre sur le canapé. Elle ne peut pas expliquer pourquoi elle a accepté. Ils ont franchi une ligne dangereuse, et elle est déchirée entre vouloir le démettre de ses fonctions et justifier leurs actions. Elle écrit qu'elle ne pourra jamais me tout avouer et elle est soulagée que leurs indiscrétions restent cachées, protégée par l'intimité de son bureau. Elle espère retrouver son calme avant de rentrer chez elle. Je suis troublé par l'escalade de la situation. Je décide de lire attentivement les journaux de Glenda pour mieux la comprendre. J'ai revu 2 pages une fois de plus, puis j'ai levé les yeux pour constater qu'il était déjà 2 heures du matin. Même si je savais qu'il restait de nombreuses pages à lire, je ne pouvais pas poser le livre. J'ai laissé un message au travail, indiquant que je ne serais pas disponible le lendemain pour des raisons personnelles. Ma vie a irrémédiablement changé, laissant derrière moi l'amour et les aspirations, remplacés par un vide profond et une rage grandissante. Après avoir bu mon dernier soda dans la salle de bain, je suis retourné au journal dans le salon. Insensible à la caféine, mon esprit s'emballait, aux prises avec le poids de ce que je venais de lire. Jetant un œil à ma montre,
Je m'émerveillais de la conversation que j'avais eue avec Glenda il y a 8 heures à peine, sans que mes soupçons ne fassent encore surface. Le 22 novembre, Anthony est passé au bureau de Glenda, mais elle a gardé ses distances, gardant le bureau entre eux. Son comportement était approprié. Il n'a pas fait irruption et n'a pas tenté de verrouiller la porte. La culpabilité de la jeune femme l'a empêché de s'engager davantage avec lui. Elle sentit qu'il reconnaissait sa détermination à maintenir des limites, espérant pouvoir les respecter dans les jours à venir. L'humeur de Glenda était optimiste à l'approche de la fin du semestre. Le 23 novembre, elle m'a informé de l'existence des séminaires et je lui ai apporté mon soutien, lui proposant même de l'accompagner. Elle a dit qu'elle allait considérer ma proposition. Il semble que leur dynamique ait considérablement changé entre le 23 novembre et la mi-décembre. Le 25 novembre, Anthony s'est rendu au bureau de Glenda, exprimant son désir de visiter notre maison. Elle a fermement refusé, soulignant que ce n'était pas une option. Il s'est renseigné sur mes allées et venues, suggérant plutôt une visite à sa résidence. Glenda a repoussé l'idée et a réitéré sa position. Malgré sa persistance, il a conservé un comportement relativement habituel, exprimant son intérêt pour les séminaires, malgré leur statut réservé aux professeurs. Glenda a écrit que le 30 novembre lui a beaucoup pesé. Elle a dit que c'était une journée qu'elle avait du mal à raconter. Elle se sent complètement perdue. Le sommeil lui échappe et j'ai apparemment senti sa détresse. Elle aimerait pouvoir se confier à moi, mais les mots lui échappent. Anthony hante ses rêves, bien qu'elle ne lui veuille aucune affection. Elle est tourmentée par les souvenirs de leur rencontre, s'interrogeant sur son incapacité à résister. Elle est restée là pendant qu'il fermait la porte à clé, incapable de protester, bien que dans son esprit, des cris lui hurlaient d'arrêter. Après son départ, les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle s'habillait, consumée par le regret. Glenda a passé la journée enfermée dans son bureau, aux prises avec ses pensées, envisageant une thérapie. Malgré les remords évidents de Glenda, je n'arrive pas à comprendre ses actions, qui s'écartent de son caractère habituel. En me plongeant dans son journal, mon attitude devient plus sombre, ce qui perturbe ceux qui me connaissent bien. Le 3 décembre, Anthony a intercepté Glenda dans le couloir, l'exhortant à reconsidérer sa rencontre dans la maison qu'il partageait. Il désirait une proximité dans un vrai lit, mais elle a fermement refusé, soulignant le risque pour son mariage avec moi et sa carrière. Sans se laisser décourager, il lui proposa de l'accompagner au séminaire de janvier, lui proposant même de couvrir ses frais si elle passait quelques nuits avec lui. Elle repoussa ses avances, mais sa suggestion resta gravée dans sa mémoire. Glenda se posa des questions sur sa propre faiblesse. Bouillonnant de colère, j'ai pris une pause pour me calmer. J'ai résisté à l'envie de boire, préférant plutôt la clarté. Même si j'étais sûr de mes prochaines étapes, je savais qu'il me fallait un plan solide. De retour au salon, je repris la lecture de son journal. Le 7 décembre, Anthony rendit une brève visite au bureau de Glenda pour lui dire au revoir avant son voyage de Noël à la maison après son examen le lendemain. Il lui demanda si elle pouvait revenir plus tôt pour le séminaire, suggérant qu'elle pourrait s'en servir comme distraction. Elle a reporté sa décision, lui demandant de me rappeler dans quelques jours. Le lendemain, le 8 décembre, Glenda m'a trompé, me persuadait de rester à la maison pendant qu'elle assistait à un séminaire, en me proposant une croisière pour me distraire. Malgré ma réticence, j'ai fini par céder. Elle se sent coupable de m'avoir trompé. Bien qu'elle ne se soit pas engagée à emmener Anthony, elle y réfléchit, repensant à leur précédente rencontre dans son bureau. Malgré sa satisfaction à mon égard, elle pense inexplicablement à Anthony, appréciant son expérience. Elle attend son appel, se demandant s'il va persister ou abandonner. Le 12 décembre, Anthony appelle Glenda, réitérant son désir de la rejoindre à Columbus. Il lui propose de réserver des chambres adjacentes, lui suggérant de le faire passer pour son frère. Il prévoit de confirmer le lendemain et de payer les frais de la chambre. Maintenant, elle doit prendre la décision de me trahir ou non. 2 jours plus tard, le 14 décembre, Anthony m'a rappelé, exprimant son enthousiasme à l'idée de leur prochain séjour au Sheraton. Glenda a fait la réservation à contre-cœur, se sentant coupable. Il part après le semestre de printemps, il n'est plus au top. Elle espère pouvoir résister à une nouvelle tentation. Anthony a un certain charme qui l'intrigue comme personne d'autre. Elle craint que je le découvre, sachant que cela me dévasterait. Le 28 décembre, Anthony a appelé Glenda chez nous en utilisant un nom de code au cas où je répondrai.
Il confirma leur projet pour le réveillon du Nouvel An, et elle accepta à contre-cœur. Au fond d'elle-même, elle ressentait aussi de l'excitation. Elle espérait que cette rencontre mettrait enfin un terme à leur liaison. Je devais travailler, ce qui lui donnait l'occasion d'organiser le voyage. Bien qu'elle n'ait jamais passé 2 nuits consécutives avec le même homme avant de m'épouser, Glenda a décidé d'accepter la proposition d'Anthony, espérant que cela perturberait ses sentiments. J'ai jeté un œil à l'heure. Il était presque 5 heures du matin. J'étais sur le point de terminer les journaux de Glenda, mais j'étais déterminé à les lire tous, même si je savais qu'elle n'avait pas encore triché. J'avais besoin de certitude. Avec des tâches à accomplir, j'ai laissé la dernière page non lue et j'ai opté pour un café. Je pourrais me reposer plus tard. Le 3 janvier, Glenda a écrit que le lendemain était le grand jour. Elle part pour 3 jours de séminaire et de nuit avec Anthony. Elle viendra le chercher avant de quitter la ville et le déposera après. Heureusement, je n'ai pas insisté pour me joindre à eux. Glenda a reçu une carte pour s'assurer de trouver son chemin. Elle a découvert un secret victorieux à proximité, prévoyant d'acheter des tenues à porter avec Anthony. Elle est mal à l'aise à ce sujet, mais prévoit de les laver avant de me voir. Glenda a oublié de rappeler à Anthony qu'il doit prendre des contraceptifs, mais ils peuvent s'arrêter à la pharmacie avant de s'enregistrer. Elle est étonnamment enthousiaste, même si elle craint qu'Anthony ne s'attende à de nouvelles choses. Elle gardera toutes les nouvelles expériences pour leur croisière, la présentant comme une aventure. Glenda a commencé à faire ses valises en espérant que je ne me doute de rien. En lisant ses propres pensées, elle se demande si elle peut aller jusqu'au bout. Ce qui s'est passé dans son bureau était spontané, mais ce voyage serait planifié. Elle pourrait refuser et payer les frais d'Anthony, mais elle se sent déjà excitée à cette idée. J'ai terminé le 7e journal de Glenda, en réfléchissant à tout ce que j'avais lu au cours des 9 dernières heures. J'ai commencé à élaborer un plan pour les 3 jours suivants, convaincu que j'en avais fini avec notre mariage. Je ne savais pas exactement comment formuler ma demande au détective privé au téléphone. Pouvez-vous me fournir des preuves photographiques et me donner un prix? J'ai demandé avec hésitation. L'enquêteur, John Pearsall, n'a pas semblé perturbé. Le Sheraton, on peut s'en occuper. Est-ce que ça continue? Quel est le délai? Je me suis installé et j'ai expliqué la situation. Ma femme est actuellement là-bas jusqu'à samedi matin. Elle est dans la chambre 412 et l'homme avec qui elle est dans les chambres 414 adjacentes. Ils étaient là aussi hier soir, mais je n'ai décidé d'agir que ce matin. Elle participe à des séminaires et il l'accompagne. Je me demandais si John comprendrait l'ironie subtile dans mes propos. John rigola d'un air entendu. J'ai compris. Maintenant, j'ai besoin de plus de détails sur vos préférences en matière de surveillance. Tout d'abord, pouvez-vous fournir leur nom et description? J'ai décrit Glenda et proposé d'envoyer une photo si nécessaire. J'avais trouvé Pearsall Investigation en ligne, mais je préférais une conversation directe. J'ai également fourni le nom complet d'Anthony et une description vague que j'avais rassemblée à partir du journal de Glenda. C'est simple, Monsieur Dunn, m'a assuré John. Nous pouvons installer des caméras dans leur chambre cet après-midi et les y laisser jusqu'après le départ du week-end. L'installation est rapide et nous avons accès aux salles à un tarif fixe par entrée. Si vous n'avez besoin que de preuves photographiques et pas de surveillance continue, le coût est de $800. L'utilisation d'une seule caméra ne serait-elle pas moins chère? Ai-je demandé. J'ai juste besoin de confirmation qu'ils étaient ensemble. Je préfère vérifier ce soir et recevoir les photos demain soir s'ils ont passé la nuit ici. Nous aurons besoin d'appareils photo dans les 2 chambres car nous ne savons pas lequel ils utiliseront, expliqua patiemment John. Notre tarif couvre l'équipement de qualité et les frais d'accès. L'embauche d'un ouvrier d'entretien pour 2 entrées, l'installation et le retrait ajoutent $100. Désolé, je suis nouveau dans ce domaine, ai-je dit, me sentant un peu dépassé. Je paierai d'avance par carte de crédit sur votre site. Super. Remplissez le formulaire en indiquant le numéro de dossier 1372A. Une fois le paiement effectué, j'installerai les caméras et vous enverrai un DVD des images. Veuillez fournir votre nom et votre adresse pour la livraison. J'ai trouvé le processus simple, mais recevoir le DVD par courrier n'était pas pratique. Pourriez-vous garder le DVD jusqu'à ce que je vous contacte? Pour l'instant, j'ai juste besoin de photos montrant qu'ils sont ensemble. Rien d'explicite, juste une preuve de la liaison.
Compris, monsieur Dunn. Je prendrai des photos de la vidéo. J'ai donné mon numéro de téléphone et effectué le paiement par carte de crédit lors de l'appel. John a confirmé le paiement et a dit qu'il commencerait immédiatement l'installation de la caméra. Une fois l'arrangement conclu, j'ai finalement cédé à mon manque de sommeil. Après une sieste et un repas rapide, j'ai repris la lecture des journaux de Glenda, progressant rapidement sans relire ni trop réfléchir. Alors que je terminais le premier volume, Glenda m'a appelé peu avant 22 heures. La conversation semblait étonnamment facile. Nous cachions tous les deux nos secrets respectifs. Je me demandais si elle aurait pu cacher ses intentions aussi facilement que moi. Avec mes plans en place, j'ai trouvé qu'il était facile d'avancer. Pourtant, je me demandais si je retrouverais un jour un semblant de normalité. Avant de me plonger dans le deuxième volume, j'ai revérifié mes plans. Vendredi, j'avais des tâches supplémentaires à effectuer, notamment une visite à la banque pour régler mes finances. J'avais déjà démissionné d'Anderson Electric, en attendant mon dernier chèque de paie. Il était bien plus d'1 heure du matin lorsque j'ai terminé le deuxième volume, ce qui m'a pris plus de temps que prévu car les pensées de Glenda et d'Anthony persistaient dans mon esprit. Ma fatigue pesait lourd, me poussant à me reposer sur le canapé. Étonnamment, je me suis assoupi et me suis réveillé à 7 heures du matin en me sentant reposé. Après un petit déjeuner rapide, j'ai repris ma lecture et j'ai recommencé le troisième volume. À midi, j'avais terminé les 3e et 4e volumes, mettant de côté les journaux pour m'attaquer à ma liste de choses à faire. Mon premier arrêt a été à Anderson Electric pour récupérer mon dernier chèque de paie et vider mon casier. Le propriétaire Gus Anderson a essayé de me convaincre de rester, mais comprenant ma situation, il m'a dit au revoir à contre-cœur, espérant que je reviendrai un jour. À la banque, des formalités administratives m'ont retardé, mais je suis finalement reparti avec un sac contenant plus de 20 000 $ retirés de notre compte commun et de mon compte personnel. Bien que j'ai espéré plus, je n'ai pu accéder aux fonds qu'immédiatement sans la signature de Glenda. En arrivant à la maison vers 16 heures, j'ai vérifié le répondeur et trouvé un message des enquêtes. Reprenant mes esprits, j'ai composé le numéro direct de John Pearsall en retenant mon souffle. C'est John Pearsall. Comment puis-je vous aider? Bonjour, c'est Patrick Dunn. Avez-vous pu installer les caméras et avez-vous des résultats? J'ai demandé nerveusement. Oui, monsieur Dunn. Nous avons installé des caméras dans les 2 salles hier après-midi et avons obtenu les résultats aujourd'hui. Les 2 salles étaient vides pendant l'opération, donc tout a été rapide. J'ai fait une pause avant de poser la question que je redoutais. Est-ce que quelque chose de significatif est apparu sur les images? Les mots de John m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Eh bien, Patrick, c'est difficile à dire, mais tes soupçons sont confirmés. Ils ont passé la nuit ensemble dans la chambre de ta femme et se sont livrés à des activités charnelles à plusieurs reprises. J'ai transféré la vidéo sur DVD, et si vous les voulez toujours, je peux vous envoyer par email 3 images comme vous l'avez demandé. Les larmes me sont montées aux yeux, ce qui m'a surpris. Malgré ce que j'avais lu dans les journaux de Glenda, le fait d'avoir des preuves visuelles rendait la situation indéniablement réelle. Oui, s'il vous plaît, envoyez-moi les photos. Merci, monsieur Pearsall. Si tout est réglé financièrement, je considère que notre affaire est conclue, réussis-je à dire, en essayant de garder ma voix calme. Oui, votre paiement règle entièrement la facture. Vous vous sentez bien? Votre voix est différente aujourd'hui. Des situations comme celle-ci sont souvent source de souffrance émotionnelle. Je suis inquiet, remarqua John avec une pointe d'inquiétude. Je vais bien, merci. Je te contacterai si j'ai besoin d'autre chose, répondis-je, mes émotions sous contrôle, mais avec une pointe d'inquiétude que je ne pouvais pas complètement dissimuler. John nous a donné un dernier conseil. Votre avocat peut exiger une copie du DVD, à moins que vous n'invoquiez d'autres motifs que l'infidélité pour demander le divorce. Nous le conserverons pendant 1 an ou jusqu'à ce que nous recevions des instructions contraires. De nombreux clients trouvent que la thérapie est bénéfique dans de telles circonstances. Bien que ce ne soit pas mon domaine d'expertise, un thérapeute bienveillant peut faire une différence significative. Merci pour votre aide, monsieur Pearsall. J'ai un plan pour faire face à cette situation. J'apprécie votre professionnalisme, ai-je dit précipitamment, mettant fin à l'appel avant qu'une discussion plus approfondie ne puisse avoir lieu. Avec une expression stoïque, je suis resté assis à la table de la cuisine jusqu'à ce que le son d'un email entrant attire mon attention. En silence,
Je suis entré dans la pièce où se trouvait l'ordinateur et j'ai consulté le courrier électronique de Pearsall Investigation. J'ai examiné chacune des 3 photos jointes, les envoyant rapidement à l'imprimante chargée de papier photo 8x10. En quelques instants, des preuves tangibles de la liaison de Glenda se sont matérialisées entre mes mains. Aucune des photos ne représentait des actes explicites, mais celle qui les montrait allongées ensemble sous un drame le plus dérangé. Elle a marqué un tournant émotionnel pour moi. Après un dernier examen des photos, je les ai placées dans une enveloppe marron qui les attendait sur la table de la cuisine. De retour à ma chaise, je repris la lecture du 5e journal. Juste avant minuit, j'avais terminé les 2 derniers volumes des journaux de Glenda. En réfléchissant à leur contenu, je me rendis compte à quel point Glenda avait adhéré étroitement à mes perceptions d'elle. Bien qu'il y ait eu peu de surprises, les journaux m'ont révélé de nombreux éléments de notre passé, mettant en lumière des facettes de notre relation que je n'avais jamais explorées. J'ai découvert que Glenda souffrait d'insécurité plus que je ne l'avais pensé, comme le montrent ses entrées dans le journal. Cependant, son amour profond pour moi m'a laissé perplexe, rendant ses actions avec Anthony encore plus déroutantes. La seule révélation fut que leur première rencontre lors d'une fête d'anniversaire n'était pas une coïncidence. Glenda avait orchestré la rencontre, exprimant son excitation à l'idée de renouer avec lui. Absorbé par la lecture des 2 volumes, je me suis rendu compte par la suite que Glenda n'avait pas appelé, et j'étais affamé. Alors que je préparais un sandwich et une boisson, les pensées des interactions entre Glenda et Anthony m'ont envahi. Ces pensées, combinées à ma décision, ont alimenté mon agitation cette nuit-là. Que ce soit à cause du repas ou des images vives d'eux qui persistaient dans mon esprit, je ne pouvais pas fermer les yeux sans les voir. À 7 heures du matin, j'ai abandonné ma tentative de repos et me suis levé pour commencer ma journée méticuleusement planifiée. Avec un programme chargé devant moi, j'ai opté pour un départ matinal. À 8h30, j'ai téléphoné à mon seul proche parent survivant, mon frère Samuel. Même si nous n'étions pas séparés, nos interactions étaient rares, généralement limitées aux réunions obligatoires des fêtes. 2 semaines plus tôt, Samuel, sa femme Marie et leurs enfants, Sam et Brenda, étaient venus lui rendre visite. J'ai senti la surprise de Samuel face à ma visite matinale inattendue, mais je l'ai trouvé disponible avec sa famille. Après m'être occupé de mes affaires jusqu'à un peu plus de 10 heures du matin, je suis finalement arrivé chez eux. Consciente de l'impatience des enfants à reprendre leurs tâches, je les ai réunis dans la cuisine. Tandis que Marie préparait du café frais, Samuel et moi nous sommes assis à table. En me remémorant leur récente fête de Noël, je me suis souvenu du voyage de la famille à Disneyland pendant les vacances de printemps. Ravi de la surprise, j'ai offert à chaque enfant un billet de $100 tout neuf, suscitant des expressions de gratitude et des étreintes chaleureuses. « Tu n'étais vraiment pas obligé de faire ça, Patrick, a fait remarquer Samuel, mais c'était gentil de ta part de les voir si heureux. Comment vas-tu? Tu as gagné gros à la loterie? J'ai esquissé un léger sourire. Je n'ai pas de chance. Ma fortune ne mérite pas qu'on s'en vante. J'avais juste envie d'être généreuse. Nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine avec du café, engageant une conversation informelle. Marie intervint. Je suppose que je peux éviter d'aborder le sujet de tes grands projets avec Glenda. Elle a évoqué ton désir de fonder une famille. Je sais que tu accepteras la parentalité autant que nous. J'ai fait une pause avant de répondre. Elle a partagé ça avec toi, hein? Les femmes ne semblent pas avoir beaucoup de retenue. Avant que Marie ne puisse intervenir, j'ai redirigé la discussion en interrogeant Samuel sur son travail de directeur de restaurant. Une fois nos tasses de café vides, je me suis levé pour partir. Au cas où je ne te verrai pas avant Noël prochain, prends soin de toi. J'ai rapidement serré la main de Samuel et j'ai fait un bref câlin à Marie. Je penserai à toi. Sur ces mots, je m'éloignai, échangeant quelques adieux en rejoignant ma voiture. Glenda. Je suis arrivé à la maison peu avant 18 heures, remarquant l'absence de Patrick en entrant par la cuisine. J'avais répété nos retrouvailles, mais son absence m'avait perturbé. J'y ai vu une occasion de défaire mes valises et de faire la lessive. Alors que j'envisageais une nouvelle douche, je suis passé devant la table de la cuisine et j'ai repéré une note épinglée près d'une salière signée par Patrick, expliquant son absence soudaine pour cause de travail. Bien que légèrement déçu, la note m'a permis de poursuivre mes projets. Ensuite, je suis monté à l'étage, optant pour un bain relaxant plutôt qu'une douche. En ramassant le linge, j'ai repéré mon journal sur la commode.
Je me souviens avoir laissé mon journal dans mon sac d'urgence et l'avoir récupéré, soulagé de le retrouver intact. J'avais initialement prévu de le mettre à jour pendant mon voyage, mais je l'avais oublié jusqu'à ce que Patrick me rappelle son emplacement. Le retrouvant là où je l'avais laissé, j'ai décidé de le mettre à jour pendant que je faisais la lessive. Pendant que mes vêtements étaient lavés, je me suis préparé un repas rapide et j'ai essayé d'appeler Patrick, mais je me suis rendu compte que son téléphone était dans le panier en osier. Je l'ai récupéré et j'ai soupiré, réalisant que ma question rhétorique n'avait pas de réponse. De retour à la table, j'ai déverrouillé mon agenda avec une clé de mon portefeuille et j'ai commencé à écrire sur la première page blanche. J'ai documenté les 4 jours mouvementés qui venaient de s'achever, même si certains moments étaient désagréables. J'ai décrit le moment où il a récupéré Anthony et son comportement enthousiaste, ainsi que les avances qu'il a faites pendant le trajet qui m'ont dérangé jusqu'à ce que je l'avertisse que nous pouvions être vus. Je me suis détendu davantage à mesure que nous nous éloignions de la ville. Au centre commercial, Anthony s'est dépêché de me rejoindre chez Victoria's Secret, me suggérant des articles que j'ai fini par acheter. J'en ai porté un pour lui mercredi soir, mais je m'en suis débarrassé avant de quitter le magasin. J'ai décidé de jeter les autres ensemble également, ne voulant pas me rappeler mon séjour au Sheraton. Je n'ai pas pu effacer ces souvenirs, mais j'ai décidé d'essayer de passer à autre chose. J'ai raconté que j'étais au lit avec Anthony mercredi soir et que j'avais réalisé la grande différence entre le désir physique et l'amour véritable. J'ai mis un terme à notre relation, mais il ne l'a pas bien pris. Malgré mes tentatives pour éviter le conflit, il s'est mis en colère. Nous avons convenu de réfléchir à la question, mais j'avais déjà commencé à réfléchir à la manière de me racheter auprès de Patrick. Vendredi matin, Anthony a ignoré mon refus et a persisté. J'ai verrouillé la porte communicante entre nos chambres, mais il avait prévu de sortir avec quelqu'un d'autre ce soir-là. Le voir avec une autre femme m'a fait réaliser qu'il s'en prend à des femmes vulnérables comme moi. C'était un soulagement de ne pas me disputer avec lui, mais j'avais honte d'être tombé dans son piège. J'appréhendais le retour à la maison avec Anthony, mais étonnamment, tout s'est bien passé. Le voir tel qu'il était vraiment m'a donné le contrôle de notre interaction. Il s'est comporté décemment et a accepté ma décision de mettre un terme à notre relation. En chemin, j'ai décidé de suivre une thérapie pour comprendre et surmonter ma vulnérabilité à son égard. Je suis déterminé à ne plus jamais trahir Patrick. Je me suis également engagé à faire amende honorable auprès de lui, même s'il n'apprend jamais la vérité. De plus, j'ai décidé d'arrêter de prendre des contraceptifs et d'envisager la possibilité d'avoir des enfants. Après avoir terminé mon long journal, j'ai utilisé le stylo comme marque-page, j'ai laissé le livre sur la table et je suis monté à l'étage pour préparer un bain. J'ai emporté le téléphone sans fil au cas où Patrick appellerait. J'ai rempli la baignoire, ajouté de l'huile de bain, allumé quelques bougies et me suis plongé dans l'eau chaude. Alors que je me détendais, les yeux fermés, j'ai failli m'endormir. Sentant que j'étais observé, j'ai jeté un coup d'œil prudent autour de moi mais je n'ai trouvé personne dans la chambre. J'ai repris mes esprits et réfléchi à la manière de réparer les choses avec Patrick après mon implication mal avisée avec Anthony. 1 heure plus tard, me sentant revigoré, je suis retourné dans la cuisine. Après avoir transféré le linge dans la sécheuse, je suis retourné à la table pour relire mon journal. Momentanément intrigué par l'absence du stylo, je me suis rappelé l'avoir laissé là, puis je l'ai repéré sur la table de la cuisine près du panier en osier. Je l'ai récupéré et j'ai ouvert mon agenda pour le lire une fois de plus. Le dimanche matin, je me suis levé revigoré et impatiente d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. Après avoir consacré la matinée au ménage, j'ai pris une douche et enfilé un ensemble que je savais que Patrick admirait. Au milieu de l'après-midi, j'étais assise à la table de la cuisine, savourant un café pendant qu'un rôti cuisait au four. Un coup à la porte latérale a interrompu ma tranquillité. Ma surprise s'est transformée en inquiétude lorsque j'ai vu 2 hommes costauds dehors, un policier en uniforme avec la main sur son pistolet dans son étui et un homme plus âgé en costume tenant une carte de police. L'homme en costume s'est présenté comme étant le détective Rankin et son partenaire comme étant l'officier Reynolds du département de police de Springfield. Ils recherchaient Patrick. Mon visage s'est détendu de soulagement lorsque je leur ai assuré que Patrick était au travail. J'ai proposé de les aider. Après avoir échangé quelques regards, le détective Rankin a suggéré que nous rentrions à l'intérieur pour nous protéger du froid. Je les ai accueillis et les ai conduits dans la cuisine, puis je leur ai demandé pourquoi ils cherchaient Patrick, craignant qu'il soit blessé. Le détective Rankin m'a rassuré en me disant que Patrick allait bien, d'après ce qu'il savait.
Ils avaient juste besoin de lui parler d'une affaire. Lorsqu'il m'a demandé si j'étais sûr que Patrick était au travail, j'ai récupéré la note que Patrick avait laissée et je l'ai remise au détective comme preuve. L'officier Reynolds s'est placé au comptoir, surveillant l'entrée arrière, les mains posées sur son arme. Le détective Rankin a demandé à garder la note et l'a placée dans sa mallette après que j'ai accepté. J'ai demandé nerveusement pourquoi la police voulait parler à Patrick, alors qu'il n'avait jamais eu d'ennui. Le détective a révélé qu'ils avaient reçu un appel pour homicide ce matin-là, qui provenait du téléphone portable de Patrick. Il travaillait pour déterminer où il se trouvait à ce moment-là. Le soulagement m'envahit. Je lui expliquai qu'il devait y avoir une erreur, car j'avais essayé d'appeler Patrick la nuit précédente, mais j'avais trouvé son téléphone portable à la maison. Je lui montrai le panier en osier sur la table de la cuisine. Le détective avait l'air sceptique et m'a demandé de vérifier le panier. Il l'a examiné brièvement, l'a ramassé, puis est retourné à la table et a déclaré qu'il n'avait vu aucun téléphone portable. Il m'a demandé si je m'étais trompé sur l'heure. J'ai été choqué de trouver le panier vide. J'ai cherché autour de moi avec incrédulité, frustration et inquiétude, tandis que je regardais tour à tour l'officier et le détective. J'ai insisté sur le fait que le téléphone était là quand j'ai essayé d'appeler Patrick. Le détective a noté qu'il ne pouvait pas expliquer la disparition du téléphone, mais que l'appel pour homicide avait bel et bien été passé depuis celui-ci. Il a ensuite demandé si Patrick connaissait Anthony Romano. J'ai été surpris d'entendre le nom d'Anthony et mon visage a pâli brièvement. J'ai précisé que je connaissais Anthony, car il avait été mon assistant le semestre dernier, mais Patrick ne le connaissait pas. Après avoir échangé quelques regards avec son partenaire, le détective a insisté, me demandant si j'étais absolument sûr que Patrick n'avait aucune raison de ne pas aimer Anthony. Ma panique a grandi lorsque j'ai répété que Patrick ne l'avait jamais rencontré. Le détective a pris d'autres notes avant de déclarer que Patrick connaissait apparemment suffisamment Anthony pour déclarer sa mort. Choqué, je me suis assis à la table et me suis exclamé que j'avais ramené Anthony chez moi la veille vers 17h30. Je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait être mort. Le détective Rankin s'est assis en face de moi et m'a demandé quelle était ma relation avec Anthony et s'il pouvait y avoir un mobile à l'implication de Patrick. Je pâlis en entendant ces paroles. Après avoir repris mes esprits, je déclarai qu'Anthony n'était qu'un lycéen et que ni lui ni Patrick n'auraient de raison de lui faire du mal, même si mon ton manquait de conviction. Le détective me laissa mijoter en silence pendant près d'une demi-minute avant de reprendre la parole. Il a décrit son arrivée à l'adresse fournie par Patrick et la découverte de preuves d'une agression contre Anthony alors qu'il entrait dans sa maison, un sac de voyage et des empreintes de pas indiquant une lutte dans le couloir, signe qu'Anthony a perdu l'altercation et a été traîné dans la cuisine et attaché à une chaise avec des sangles électriques en nylon. J'ai commencé à pleurer doucement pendant que le détective continuait. Anthony avait reçu une balle dans le genou gauche, touchant probablement une artère principale d'après la perte de sang, avant d'être traîné dans la cuisine. Le médecin légiste a estimé qu'il était décédé entre 18 et 20 heures, des suites de multiples coups et d'un dernier coup de feu dans la tête. Un coup de feu autopsie dans l'aine a également été tiré. J'ai rétorqué que Patrick ne pourrait jamais commettre un tel acte, mes larmes laissant place à la colère. Le détective a consulté ses notes et a révélé que les registres d'état montraient que Patrick possédait un pistolet semi-automatique de calibre 25. L'une des balles récupérées correspondait à ce calibre, ce qui permettait de la relier provisoirement à l'arme de Patrick. Le détective Rankin a produit 3 photocopies trouvées sur la scène du crime, positionnées près d'Anthony de manière à suggérer qu'elles lui avaient été montrées avant sa mort, avec des éclaboussures de sang confirmant leur présence lors du tir mortel. Il a affirmé que je n'avais pas été très franc à propos de mes liens avec Anthony ou de l'implication de Patrick avec lui. J'ai pris les photocopies, mon expression se transformant en choc en les examinant. J'ai réalisé que c'était le cas et j'ai commencé à sangloter de manière incontrôlable, insistant sur le fait que Patrick ne pouvait pas savoir. Au moment où le détective s'apprêtait à donner plus de détails sur la scène du crime, son téléphone portable a sonné. Pendant les 3 minutes de l'appel, il est resté la plupart du temps silencieux, prenant des notes. Pendant ce temps, mes pleurs ont cessé, me laissant silencieuse, le visage entre les mains, les larmes coulant à flots. Après avoir terminé ses notes, le détective m'a informé que l'appel de Patrick avait été retracé jusqu'à Windsor, en Ontario. Les autorités de cette ville avaient retrouvé son téléphone portable dans un sac contenant ses cartes de crédit et son pistolet enregistré, jeté dans la poubelle du parking d'un Walmart. Patrick et son véhicule n'ont pas été repérés, mais des plaques correspondant à sa voiture ont également été retrouvées dans la poubelle.
Il le soupçonnait d'avoir échangé ses plaques d'immatriculation pour se fondre dans la circulation ontarienne. La nouvelle ne m'a pas consolé. Je suis resté assis, pleurant de façon inconsolable. Après m'avoir observé quelques minutes, le détective a récupéré une autre photocopie représentant une petite clé en laiton et m'a demandé si je la reconnaissais. J'ai examiné l'image et j'ai rapidement récupéré mon sac à main, en sortant une clé correspondante de mon portefeuille. À ce moment-là, j'ai perdu le contrôle et je me suis effondré sur ma chaise. Je n'ai pu prononcer que les mots de journal et Patrick. Les deux hommes sont restés avec moi pendant près de 15 minutes, attendant que je reprenne mes esprits. Finalement, ils m'ont convaincu d'appeler quelqu'un pour obtenir de l'aide. Une fois que je leur ai assuré que ma sœur arriverait rapidement, ils sont partis. Épilogue. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique où les détectives Rankin et Reynolds se sont présentés à ma porte avec une nouvelle qui a bouleversé mon monde. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Patrick et Anthony et à cette terrible semaine qui a tout changé. Patrick a réussi à échapper à la capture et est toujours en fuite à ce jour. Pendant la première année, j'ai gardé l'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu, que Patrick rentrerait chez lui et laverait son nom. Mais comme le temps passait sans qu'il ne me donne de nouvelles, j'ai dû accepter la terrible vérité de ce qu'il avait fait. L'homme que j'aimais et avec qui j'ai construit une vie était capable d'un acte de violence monstrueux. Cette révélation m'a profondément ébranlé. En fouillant dans les affaires de Patrick, j'ai trouvé les photos qu'il avait découvertes de moi et Anthony. Il a dû engager un détective privé pour me suivre. La profondeur de sa rage et son sentiment de trahison me font encore froid dans le dos. Je me souviens encore aujourd'hui que j'ai failli être sa prochaine victime. Je fais des cauchemars dans lesquels il apparaît, incapable de s'échapper, mon destin entre ses mains. La thérapie m'a aidé à surmonter mon chagrin, ma culpabilité et mon traumatisme. Ce fut un long cheminement d'introspection et de pardon de soi. Avec le temps et le travail acharné, je guéris et reconstruis ma vie. J'ai appris à accepter que je ne suis pas responsable des actes de Patrick, même si mon aventure en a été le catalyseur. Annoncer ma mort à ma famille a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Leur amour et leur soutien ont été essentiels, même si certaines relations sont encore tendues. Chaque jour, je m'efforce de prouver par mes actes à quel point je regrette profondément mes erreurs et que je suis déterminé à devenir une meilleure personne. Il y a 5 ans, j'étais prête à abandonner la vie. Aujourd'hui, j'apprends lentement à l'accepter à nouveau, changer pour toujours mais déterminé à ne pas laisser mon passé me définir. Je suis de retour à mon poste d'enseignante, en me concentrant sur mes élèves. Certains jours, leur énergie et leur potentiel sont ce qui me fait avancer. Sortir avec quelqu'un me semble toujours hors de question. Mon thérapeute dit que je ne me sentirai peut-être plus jamais en sécurité dans une relation et que ce n'est pas grave. Je construis une vie bien remplie, seul, avec des amis, une famille et un travail enrichissant. Je me rends compte que je n'ai pas besoin d'un homme pour être entière. Il ne se passe pas un jour sans que je ne porte le poids de ce qui s'est passé. La culpabilité, le chagrin, la peur, les questions sans réponse. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais je suis une survivante, de plus en plus forte chaque jour, déterminée à mener une vie pleine de sens. Pour Anthony, pour Patrick et pour moi-même. Pour honorer ceux qui ont été perdus et trahis par la façon dont je vis aujourd'hui. C'est tout ce que nous pouvons faire. Je me surprends encore à regarder par-dessus mon épaule, me demandant si aujourd'hui est le jour où Patrick refait surface pour terminer ce qu'il a commencé. Mais j'apprends à me concentrer davantage sur ce qui est devant que derrière. Personne ne peut prédire l'avenir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire de notre mieux chaque jour qui nous est donné. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai en tant que femme que je suis aujourd'hui. Marquée, mais forte. Imparfait, mais en constante évolution. Fracturée, mais jamais brisée.